C'est vendredi, c'est le podcast AWS en français. Aujourd'hui, on parle d'animer vos personnages vidéo 3D avec vos propres mouvements. C'est pas super clair comme ça, peut-être. Restez branchés, on va tout vous expliquer. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français tous les vendredis matins dans toutes vos bonnes applications de podcast, Apple, Deezer, Spotify, YouTube, Amazon Music également. Vous êtes nombreux à vous abonner, laissez-nous vos commentaires. Dites-nous de quoi vous avez envie qu'on parle dans les prochains épisodes. Vous le savez, un vendredi sur deux, on fait un retour d'expérience d'un client, d'un partenaire AWS. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florian Guillot. Tu es Senior Lead Developer chez Kinetics. Merci d'être là. Alors, j'ai essayé d'introduire Kinetics en une phrase, mais tu vas nous expliquer ça avec beaucoup plus de détails et beaucoup plus de clarté. Kinetics, c'est quoi? Oui, bonjour. Alors du coup, Kinetics, principalement, donc on est une jeune start-up française, on est là depuis 4 ans, et notre but principal à nous, c'est d'autoriser et de permettre aux joueurs, ou aussi aux animateurs 3D, de créer leurs propres animations à partir de vidéos qu'ils uploadent sur notre plateforme. Le but, c'est se passer d'un studio de mocap, typiquement pour les acteurs du jeu vidéo, etc. Faire des animations, c'est très long, très compliqué. Ça peut vite coûter cher, notamment pour faire de la mocap. Donc du coup, nous, on facilite complètement ça. Et pour les studios de jeux vidéo, on a un SDK qui est compatible avec 2 gros moteurs de jeux vidéo, qui sont Unity et Unreal. Et en fait, on vous permet de, juste en installant leur plugin, qu'on appelle communément le SDK chez nous, dans Unity ou Unreal, vous vous connectez directement à notre infrastructure et vous permettez à vos utilisateurs, enfin vos joueurs, de créer leurs propres emotes in-game. Alors, c'est quoi la mocap? On va commencer par là. La motion capture, donc c'est typiquement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, pour créer de l'animation 3D, il y a typiquement en général 2 méthodes dans l'industrie. Soit on a des animateurs 3D qui créent tout from scratch derrière un ordinateur, etc. Donc ils créent tous les mouvements sur des logiciels d'animation, typiquement Maya, Blender, et plein d'outils pour faire ça. Et soit il y a donc c'est l'animateur qui fait from scratch, soit on passe par un studio de mocap, où du coup c'est typiquement les personnes qu'on voit très souvent avec des suites qui sont, vous savez, les suites noires, avec plein d'espèces de marqueurs. Les petits capteurs comme ça. Ouais, les petits capteurs. Ça peut être les boules de ping-pong pour ceux qui font de la mocap pas chère, etc. Voire même il y a des nouvelles technologies maintenant qui existent aussi pour la mocap. On peut faire des choses de folie avec le Wi-Fi. Il y a plein de techno pour ça, sauf que ça coûte extrêmement beaucoup de matériel. Faut des personnes pour s'occuper de ça, donc du coup c'est du temps, des ressources. Et quand bien même la mocap est bonne, faut toujours cleaner les animations derrière, donc ça prend encore du temps de l'animateur 3D derrière. Et là, vous avez développé une technique qui permet à tout un chacun, moi, chez moi, tout seul, devant mon smartphone, de capturer les mouvements de mon corps pour animer des personnages dans des jeux vidéo. J'ai bien compris? Ouais, c'est ça, tout à fait. Le but, c'est typiquement, vous êtes dans votre jeu, vous voulez transmettre une émotion à d'autres joueurs, vous prenez votre téléphone, vous avez un QR code qui va apparaître dans le jeu, vous le scannez, vous arrivez sur un site qui vous permet de coder votre vidéo, vous mettez votre vidéo, vous sélectionnez un peu, histoire d'éviter, vous savez, les mouvements d'aller-retour à la caméra, histoire que l'animation soit un peu plus sympa. Du coup, vous uploadez votre vidéo et quelques minutes plus tard, vous avez votre animation qui est jouable dans le jeu vidéo et à tous les autres joueurs et ça, du coup, on parle de quelques minutes. On n'est pas sur des process extrêmement longs où c'est des animateurs qui doivent tout créer avant. Ça évite aussi, typiquement, pour ceux qui sont habitués à Fortnite, c'est d'acheter des emotes en permanence ou d'attendre qu'il y ait des nouvelles emotes qui soient mises à disposition par les studios ou les éditeurs. Donc typiquement, là, ça permet de créer vraiment du contenu à la volée, autant que vous voulez, via notre. Et donc vos clients, juste pour terminer sur cet aspect business avant de voir techniquement comment ça marche, vos clients, ce sont plutôt les studios de jeux, j'ai bien compris. C'est eux qui doivent inclure vos technologies dans leur jeu. Après, le end user, c'est le gamer, le joueur, c'est moi à la maison. Mais vous vendez au studio. Nous, on vend au studio et c'est le studio qui décide de combien il souhaite vendre ou non la feature à ses joueurs finaux. Oui, est-ce que c'est gratuit ou pas, ça c'est leur Voilà, business. C'est leur business. Tu peux citer quelques jeux connus où il y a votre techno déjà inclus?
Alors, je crois qu'il est déjà sorti ou qui va bientôt l'être. Il y a un jeu mobile qui s'appelle Dropkick. Il va être iOS Android qui va sortir ou qui est déjà sorti. Et on a un jeu qui devrait arriver si ils sont toujours en bonne progression là-dessus, qui s'appelle Over There, qui est fait par les gars de chez Krafton. Donc c'est PUBG derrière. Bon, c'est une de leurs équipes chez eux parce que Krafton c'est énorme. Donc c'est un de leurs jeux mobiles qui va arriver prochainement. Et on est aussi en discussion avec plein d'autres, mais pour l'instant c'est pas encore fait. C'est les deux gros qui arrivent. Dropkick, on est vraiment très très proche du lancement qui n'est pas déjà fait. Et Over There, ça va prendre encore un petit peu. Alors, on est dans le podcast AWS en français. Une partie de votre back-end tourne sur AWS et on va se plonger sur le comment ça marche. C'est ce qu'on fait dans ces épisodes d'habitude. J'imagine qu'il y a plein d'apprentissage machine et d'AI pour analyser la vidéo, décoder les mouvements, renvoyer. D'ailleurs, ça sera une des questions que j'ai. C'est quoi un mouvement? Qu'est-ce que vous envoyez au studio? Mais on va peut-être prendre le truc par l'ordre des données. Si on suit les données, ça commence, point de vue de l'utilisateur en tout cas, par la capture d'une vidéo sur mon téléphone portable. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Alors, une fois que la vidéo elle est arrivée chez nous, il se passe une première phase ce qu'on appelle le transcodeur. Typiquement, le truc qu'il faut se dire, c'est que toutes les vidéos qu'on reçoit, elles sont pas forcément toutes dans la même résolution, ni dans le même niveau de FPS. Il y a du mixage, vu que ceux qui sont pas familiers avec les formats vidéo. Souvent vos vidéos, ça contient une piste vidéo et plusieurs pistes audio. Mm-hmm. Il y a des effets de bord avec le mixage et compagnie pour synchroniser les pistes vidéo et audio. Donc nous, on s'occupe de finir la partie audio, on s'occupe de enlever toutes les données HDR. Pour ceux qui ont les tout derniers iPhones et les gros téléphones, vous avez la possibilité d'uploader vos vidéos en 60 images par seconde, voire même avec des ralentis, du HDR, ce genre de choses. Donc nous, on s'occupe de normaliser. C'est ça. Notre intérêt chez nous, c'est de tout normaliser pour garantir le bon fonctionnement. Et pareil, il y a beaucoup de codecs qui sont dans la nature. Nous, on est compatible avec quasiment tous les codecs qui sont disponibles sur le marché, histoire de faciliter la vie de l'utilisateur le plus possible et qu'il n'ait pas à gérer ça de son côté. Donc, c'est avoir une expérience utilisateur vraiment easy à ce niveau-là. Donc, du coup, nous, on s'occupe de tout transcoder derrière. Et une fois que c'est transcodé, on arrive à l'étape de transcodage synchrone. Alors le transcodage justement, ça tourne sur quoi? Est-ce que ça tourne sur AWS? J'imagine un super workflow avec du FFmpeg dans tous les coins, avec du trial, etc. C'est à ça que ça ressemble? Ça ressemble à ça. Alors il y a eu un moment où on avait voulu essayer un service, et au tout début de Kinetic, on tournait sur un service. Alors, il faudra me corriger si je me trompe ou peut-être changer de nom. Il y avait un service qui s'appelait Elastic Transcoder de mémoire chez AWS. Ouais. Il faisait le café au début, mais il avait quand même quelques limitations qui étaient un peu embêtantes. Typiquement, il ne gère pas le codec AV1, qui est quand même à l'heure actuelle pour certains classique points. Sur les téléphones, ouais, ça arrive de plus en plus. AV1 arrive de plus en plus. Et on avait aussi quelques problématiques, c'est que on fait des calls au pipeline du transcodeur. Et on est un peu en attente, on ne gère pas trop. C'est un service managé, c'était un peu une boîte noire pour nous. Et on n'a pas vu beaucoup de mises à jour dessus ces derniers temps. Du coup, on a décidé de partir, comme tu as dit, FFmpeg, le super outil de la mort que quasiment tout le monde connaît pour manipuler des formats vidéo. Donc du coup, effectivement, on a un beau script qui vient checker les métadatas de la vidéo. Typiquement, c'est le petit compagnon de FFmpeg, c'est ffprobe, qui nous permet d'analyser tous les streams, enfin les flux qui sont présents dans la vidéo. On sortir les codecs, les résolutions, les autres métadonnées. C'est ça, les autres métadonnées. Typiquement, on s'en sert aussi pour savoir si la vidéo elle est à l'horizontale ou en verticale, ce genre de choses. Et ça nous permet, nous, derrière, de décider les petits paramètres qu'on va mettre sur la ligne de commande de FFmpeg, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir la même ligne de commande pour toutes les vidéos. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a FFprop qui arrive en premier, qui analyse complètement la vidéo avec toutes les métadatas. Et on a un petit script avec beaucoup de conditions à droite à gauche, typiquement est-ce qu'il y a du HDR, oui, non, auquel cas on doit changer l'espace colorimétrique. Que typiquement ceux qui voudraient essayer de supprimer la couche HDR,
vous risquez d'avoir un effet très délavé sur votre vidéo et de perdre beaucoup de couleurs. Donc, on recompute l'espace colorimétrique parce que c'est très important pour nos inférences avec l'IA derrière, parce que ça permet de garder des contrastes et plein d'éléments comme ça. Aussi, on s'occupe d'enlever la piste audio et de se remettre, c'est là où je parlais de mixage tout à l'heure, de resynchroniser et d'être à 0,0,0 en termes de timecode de base de la vidéo. Autrement, en fait, il y a un léger décalage. Il vient de bouffer 2-3 frames au début, et nous, on transcode en 30 images par seconde pour faciliter la vue de nos modèles derrière. Et en termes de déploiement, ça tourne sur du Lambda, sur du Docker, EKS ou des choses comme ça? Pour l'instant, c'est full Lambda. Ça, c'est cool. Ouais. Ça marche plutôt bien. Alors, faut juste pas que la vidéo soit trop longue parce qu'autrement, au bout de 15 minutes, ça peut aller. C'est pour ça que nous, j'en ai pas parlé au début, mais on essaye de mettre une contrainte de 10-30 secondes max sur les vidéos qui sont uploadées par nos utilisateurs. Et 15 minutes, c'est le temps maximum d'exécution d'une fonction Lambda, c'est pas le temps d'une vidéo. Oui, ça coûte quoi de calculer une minute de vidéo? Vous avez besoin de plus, de moins? Non, en règle générale, en vrai, je voulais dire, on donne et en résultat 4K, on donne scale, hein, forcément pour que ça soit moins long pour l'inférence derrière et que c'est la qualité maximum qu'on veut supporter. En gros, typiquement, si on est sur du MP4 sans HDR, en vrai, ça va, une musique elle sol, ça marche très très bien. Surtout, n'oubliez pas d'augmenter la VRAM, enfin la RAM allouée à votre Lambda, ça vous permet d'avoir plus de CPU derrière. Pour ceux qui sont pas familiers avec ça. J'avais déjà fait ça dans un autre projet, dans une autre vie, à l'époque où je travaillais dans l'équipe Alexa. Et je suppose que vous faites la même chose. FFmpeg n'est pas disponible dans les runtime Lambda, donc il fallait l'embarquer dans l'image avec, et puis faire des shells Hoyt, enfin peu importe le langage de programmation, mais l'idée c'est de lancer la commande FFmpeg qu'on a amenée avec soi dans le code de la fonction Lambda pour la faire exécuter. Vous utilisez la même technique? On utilise la même approche. Au début, on utilisait par exemple les images Docker Lambda de base distribuées par AWS, notamment celles en Python. Hein, parce que nous, le transcodeur, c'est du Python qui orchestre un peu tous les appels à la ligne de commande FFmpeg. Et ça nous permet aussi de choisir quelle version de FFmpeg on veut particulièrement. Alors pour l'instant, on est sur des builds standards, mais on pourrait imaginer rebuild FFmpeg avec peut-être des options qui pourraient être intéressantes. Dans le cas de la Lambda, pas trop, mais typiquement, si on avait un bon GPU NVIDIA, j'invite certaines personnes à regarder pour recompiler FFmpeg, pour tirer parti les puces d'encodage et de décodage de NVIDIA qui sont assez performants. Ouais, qui ne sont pas encore dispo sur Lambda. Enfin, à moins que j'ai loupé une annonce récemment, il n'y a pas de GPU sous Lambda pour le moment. Non, alors pour le moment, j'ai rien à annoncer, hein, soyons clairs, mais on ne sait jamais de ce qu'est le futur. Nous, ça serait grosse avancée pour nous s'il y avait du GPU qui était disponible en Lambda. Qu'on se le dise vraiment. Je pense que c'est l'attente de beaucoup de gens. Il y a un workflow je suppose qu'il y a plusieurs fonctions Lambda, donc vous avez un workflow pour orchestrer ça. Step function, quelque chose d'autre? Step function, on l'utilise pour autre chose. Typiquement, toutes les orchestrations de call à l'heure actuelle sont faites avec du code Node.js. Typiquement, chez nous, on a une plateforme qui s'occupe d'écrire toutes nos API. Et là-dessus, typiquement, on utilise, donc c'est une API en Node.js avec Express qui reçoit le call, qui upload le fichier, on stocke tout sur S3. Donc le fichier est stocké sur S3 et à ce moment-là, on envoie un message dans une queue SQS. Et du coup, c'est la Lambda qui est trigger par SQS et qui dépile tout le reste du workflow derrière. Ouais, c'est une alternative que je rencontre souvent chez les clients aussi. C'est plutôt que d'utiliser Step Function qui a un coût, c'est d'utiliser SQS et SNS pour finalement orchestrer des fonctions lambda, ce qui revient moins cher et qui fonctionne dans certains cas tout aussi bien. Le coût de ça, ce sont vos vidéos nettoyées, propres, standardisées sur S3. Qu'est-ce qui se passe après? Alors après, typiquement, ça arrive dans une autre file de messages. Donc nous on est très event driven, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de queues. De queues chez nous, on commence à avoir un nombre de queues pour dépiler à chaque fois. Donc du coup, ça arrive dans une queue qui arrive qui est lue par un système chez nous qui sert un peu d'oracle. Enfin, c'est un système qui permet de piloter toute l'infrastructure ML. Donc faut savoir que nous on tourne principalement sur ECS à l'heure actuelle, quasiment tout est géré par ECS et des autoscaling groups
avec du hosting de C2. La raison de pourquoi on est sur du hosting de C2, c'est qu'on a besoin de GPU NVIDIA. On est très proche, enfin très proche. Notre techno dépend beaucoup de NVIDIA, notamment avec CUDA à ce niveau-là. Donc, on n'utilise pas Graviton ou d'autres archives GPU. Donc, on a besoin de ça. C'est pour ça qu'on fait du ECS avec EC2 hosting. Et pas Fargate. Alors, il y a du Fargate, mais c'est plus pour gérer la scalabilité et le management de tout ce qui est les autres API qui sont disponibles. Qui n'ont pas besoin de NVIDIA. Ouais, c'est ça. Tout ce qui n'a pas besoin d'NVIDIA tourne sur du ECS Fargate pour du hosting. Donc typiquement, ça arrive dans ce module-là qui, lui, a sa propre base de données et surtout, il manage plusieurs auto-scaling groups. Donc en fait, on a différents auto-scaling groups, typiquement un pour chaque région. En fait, principalement, on tourne en Irlande, hein, ceux qui devraient savoir. Donc l'autoscaling group de base est en Irlande, mais on en a aussi un à Francfort, si je dis pas de bêtises, et un autre en Virginie du Nord. Et en fait, ce petit bout de code qui vient lire les flux de messages, donc ça lui permet un peu de prioriser les vidéos à traiter, et il rebalance tout dans une queue qui va être process par les workers ML. Je vais arriver, ça arrive juste après. Et donc du coup, lui, en fonction de certaines règles, il va décider le nombre de workers dont il a besoin pour à lancer. Donc c'est là où il pilote les auto-scaling groups. Et nous, le petit intérêt, c'est que si jamais soit on est arrivé au max, ou typiquement il y a plus de GPU disponible dans la région, parce que ça arrive, l'IA étant un sujet qui recrute de plus en plus de boîtes, il y a de plus en plus de demandes là-dessus. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça que ce petit bout de code-là, qui pilote ECS et les ASG, qui va décider potentiellement s'il y a plus de disponibilité d'aller démarrer le worker dans d'autres régions. Et ça nous évite aussi, si une région est saturée ou indisponible, d'être complètement à micro et de ne pas pouvoir traiter la file de demande. Donc on a ça qui gère ça comme ça. Et là, il peut y avoir des règles métiers aussi en fonction de vos clients, des contrats qu'ils ont, d'être un peu plus prioritaires que d'autres ou des choses comme ça. Ouais, c'est purement technique. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais typiquement, avec ce système-là, on peut faire un système de queue prioritaire et qui permet d'orchestrer tout ça. Pour l'instant, on n'a jamais eu de demande encore clients qui nous disent on veut surpayer pour avoir un service plus rapide ou être plus prioritaire par rapport à d'autres. Mais avec le design tel qu'il est fait à l'heure actuelle, on peut complètement imaginer mettre un système de queue prioritaire sur une autre pour organiser les messages dans la queue qui sert pour les workers. Et les workers dont tu as parlé, c'est là qu'il va y avoir l'inférence, l'analyse de la vidéo, et exactement. C'est là que la magie va opérer. Ouais, c'est là où toute la team R&D qui casse la tête depuis un certain temps, où nous sort toute leur magie. Donc effectivement, on a tout un pipeline ML qui tourne derrière avec plusieurs modèles qui sont exécutés. Typiquement, il y a l'analyse de la vidéo, et en fait, on fait du vignettage sur les vidéos. C'est-à-dire ? Alors, vignettage, c'est typiquement, on va redécouper les vidéos en images, parce que nos modèles d'IA, elles vont lire les images en séquence. Elles peuvent pas lire à l'heure actuelle notre site. Ouais, là, on n'est pas en real time, donc on peut pas balancer un flux vidéo et inférer sur le flux vidéo en direct comme ça. À l'heure actuelle, c'est pas forcément notre besoin à nous. Donc on va créer plein de petites vignettes et on va créer des batchs qui vont être process sur le GPU. Donc tu vas avoir l'analyse d'abord de la vidéo, on découpe la vidéo en vignettes, et après on va essayer de détecter il y a combien de personnes sur la vidéo. Typiquement, on a une règle un peu métier qui il y a plus de 5 personnes sur la vidéo, on va commencer à dire là il y en a trop, ça commence à poser des problèmes. Sachant que nous on donne des guidelines en mode si vous voulez avoir la meilleure qualité d'animation, essayer d'en sorte d'avoir un cadre fixe et d'avoir une seule personne sur la vidéo. On a le ML qui compense un peu derrière, typiquement si vous avez un peu des personnes qui bougent en arrière-fond, des passants dans la rue, ce genre de choses, parce que c'est dur d'être dans un environnement contrôlé. On va prendre la personne qui est le plus au premier plan et qui apparaît le plus longtemps sur la vidéo. Ça, c'est les petites règles métiers qui sont implémentées dans le modèle pour avoir un output qui correspond, on va dire, le plus à ce que l'utilisateur souhaite. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le détermine. Oui, j'imagine il doit y avoir une variété de vidéos que vous recevez dans des conditions d'éclairage, de cadrage tout à fait non contrôlées et très variées, très amateurs. Oui, et j'ai oublié de dire, on parlait tout à l'heure des studios de mocap. Les studios de mocap, il faut savoir qu'il y a plein de caméras tout autour. Nous, on fonctionne avec
une seule caméra. Il n'y a pas besoin d'envoyer. C'est une de nos grosses forces chez nous. C'est juste une vidéo que vous faites avec votre téléphone. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir deux vidéos synchronisées. Il n'y a pas de fond vert, il n'y a pas un bon éclairage, etc. Vous devez vous débrouiller avec ce que vous recevez. C'est ça. Après, si vous pouvez fournir des vidéos comme ça, en règle générale, vous augmentez vos chances d'avoir un résultat qui est meilleur. Donc voilà. Donc après, on analyse la vidéo. Typiquement, on détermine les B-box. Donc c'est les bandbox. C'est typiquement ceux qui ont regardé un peu des films d'espionnage et compagnie. Si vous savez qu'on fait un carré tout autour du perso dans la vidéo pour dire c'est vraiment ça qu'on veut analyser. Et là, on a typiquement d'autres modèles qui tournent pour extraire l'animation. On a un truc qui s'appelle le grounding. Donc c'est pour mettre les pieds au sol. Bon, il y a peut-être des gens qui se rendent pas trop compte, mais le modèle VIA ne sait pas forcément où est le sol. Donc, on a quelque chose qui détermine ce qu'on appelle les grands contacts. Donc, c'est quand vous avez vos pieds au sol. Et on a un algorithme qui vient lisser l'animation pour respecter les moments où on a déterminé que la personne avait les pieds au sol. Je suppose qu'une des étapes, c'est aussi détecter quels sont les membres, où est la tête, où sont les bras, les jambes, et puis calculer le delta d'image en image. C'est ça qui va donner l'animation, finalement. C'est ça, c'est ça, ouais. Donc, c'est plusieurs modèles qui sont orchestrés. Là, nouveau, même question, c'est quoi l'orchestrateur? Est-ce qu'on reparle de Step Function? Est-ce que vous êtes sur SageMaker, MLOps? Enfin, comment ça marche? Là, on va parler de différents sujets. Alors, on va juste dire l'heure actuelle, ce qu'on a testé, qu'on a abandonné, qu'on va faire dans les prochains jours là-dessus. Très bien. Donc, à l'heure actuelle, c'est un service en Python qui démarre. On utilise PyTorch, principalement chez nous. Donc c'est lui qui va séquencer tout le pipeline d'une traite. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'optimisation de reprise après erreur et des choses comme ça. Non, en général, le process se passe bien 99% du temps, heureusement. Mais typiquement, il y a des optimisations qu'on pourrait faire ou se dire que certains modèles peuvent tourner en parallèle pour gagner du temps. À l'heure actuelle, tout est fait en séquence. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de faire pour passer en ce qu'on va appeler en microservices. Donc, pour nous, ça va être découper ce pipeline unitaire en plein de petits pipelines et peut-être utiliser Step Function. C'est une des possibilités. C'est un endroit où on envisage de le faire, où on mettra des clous. Ça va dépendre. Vu qu'on est très fan des clous, je sais. Mais Step Function a un gros intérêt là-dessus. Je pense que c'est vachement pertinent de mettre un Step Function à cet moment-là. On verra parfois qu'on teste, mais c'est une des idées. Donc le but, c'est de gagner du temps en faisant du microservice et en rendant certaines couches, certains bouts du modèle parallèle. Après, il faut savoir qu'on a quand même un moment où il faut qu'on agrège toutes les données, que c'est le résultat des différents modèles appliqués au même résultat qui donne l'animation finale avec une bonne qualité. Donc il y aura toujours un moment où il y a des étapes qu'on peut faire en parallèle et d'autres qu'on ne peut pas. Donc il y aura toujours un temps un peu incompressible, même si on essaie d'optimiser ça. Donc c'est un des sujets sur lesquels on travaille. SageMaker, on a testé. On a fait des tests de SageMaker inférent. Je dis tout de suite, notre équipe R&D ne travaille pas sur SageMaker. Donc je pense qu'on tire pas le maximum du potentiel de SageMaker. Ou je pense que là, s'il y avait une équipe R&D, ou en tout cas des personnes qui vont travailler sur vos modèles, qui utiliseraient SageMaker dès le début, là il y a un vrai gros intérêt. Ça facilite beaucoup le déploiement futur et les tests. Nous, on a fait principalement des tests sur SageMaker inférence. Donc, on a testé. Bon, l'inférence en serverless, il n'y a pas de GPU, c'est un peu emmerdant. Du coup, on a essayé en provisionner. Ça marche pas mal. En vrai, il y a des trucs qui sont intéressants. Bon, on sait très bien qu'il y a une queue SQS qui se balade en interne avec des choses qui sont complètement masquées. Et nous, le gros problème qu'on a eu, c'est que c'est très dur de manager SageMaker inférence. On provisionnait, en tout cas sur les tests qu'on a fait, chez nous c'était assez compliqué de savoir quels étaient les messages dans telle queue, voir combien de messages étaient alloués par instant. Typiquement c'est où il y a des métriques simples, voilà, dans CloudWatch qu'on peut utiliser, mais nous on était assez frileux de ça parce que c'était assez dur de superviser l'activité en production avec ça. Par contre pour faire des tests, alors là vous aviez l'impression de ne pas avoir la main, de ne pas pouvoir contrôler exactement ce qui se passait au niveau production. D'où votre choix de CS avec Docker pour tourner vos points d'inférence pour le moment. Surtout, c'est que tu peux superviser toutes tes tâches, tu as toutes les métriques. Enfin,
tu mets beaucoup plus les mains dans le cambouis, c'est clair. Ça, il y a, Mhm. pour ceux qui n'ont pas l'habitude, honnêtement, SageMaker, le déploiement de SageMaker, pour tester un service vite, elle est disponible sur un endpoint en API. Franchement, Oui, c'est c'est le... quelques clics, hein, ça prend Ouais, quelques là, minutes le temps de déployer. pour, honnêtement, pour tester, c'est du feu de pour, notamment si imaginons que l'équipe R&D n'a pas forcément les compétences pour intégrer ça dans une architecture concrète, etc. Pour eux, c'est vraiment un gain de temps de fou. Par contre, pour nous, pour la prod, c'était vraiment compliqué de superviser et d'offrir des garanties sur ça. Qu'est-ce qui sort de votre pipeline de machine learning? C'est quoi une animation techniquement? C'est Alors, un jeu de coordonnées, des vecteurs? Est-ce qu'il y a un format standard? Vous pouvez retourner ça au studio et il l'intègre dans les engins de jeu que tu as cités. C'est ouais. Alors, Unity et Real Engine, si je me souviens bien. c'est ça. Alors, on n'a pas que ça. On a aussi d'autres services qui permettent d'extraire des fichiers dans des formats 3D. Je vais arriver là-dessus. Mhm. Donc, typiquement, une fois que l'inférence c'est terminé, nous, on génère un énorme JSON. Et dans ce JSON, typiquement, c'est le résultat de toute l'inférence avec la consolidation comme je disais, des résultats de tous les modèles et l'agrégation de tout ça. Ce JSON-là, il est renvoyé dans une autre API qui lit une autre pile de messages. Hein. Quand je reviens, pile de messages, ça va revenir très souvent chez nous. Donc du coup, une fois que le process est terminé, il y a un message qui est envoyé. Ce message est lu par une autre pile. Et on dépile, et à cet endroit-là, on va générer des fichiers dans certains formats. Nous, il faut savoir qu'on travaille beaucoup en FBX et en VLB. Et nous, C'est-à-dire, ce sont des formats standards de l'industrie. oui, c'est des formats 3D. Je pense que ceux qui ont l'habitude de bosser avec des outils 3D, c'est des formats qui sont connus et reconnus. FBX étant un des formats propriétaires de chez Autodesk. Pour ceux, ça va peut-être plus parler, 3ds Max, Maya, c'est un format qui est là depuis longtemps. GLB, c'est un format qui est un peu plus standard, un peu plus récent. Et donc nous, c'est typiquement ce format qu'on va envoyer. Donc typiquement, on parlait du SDK qui est in-game. Hein. Nous, on va fournir des GLB. On a aussi un format propriétaire qu'on a appelé le Kinanim. Et nous permet de vraiment faire une animation en fait typiquement parce que du coup, on autorise aussi les studios à uploader leurs propres avatars et nous on fait le retargeting. Alors retargeting, c'est prendre une animation et l'appliquer sur un personnage 3D donné. On a beau donc avoir produire une vidéo animée du personnage. on n'est pas sur la production de vidéo, nous. Donc c'est quoi alors l'output du retargeting? Dans l'output du retargeting, c'est toujours un fichier 3D. Mais en fait, l'intérêt, c'est une animation qui est faite sur un squelette donné. Donc nous, on a notre propre squelette en interne qui nous permet en output du ML. Et en fait, derrière, afin de garantir une animation, typiquement, il y a des personnages dans certains jeux qui ont des bras plus longs, des dents plus courts. Donc nous, on est beaucoup sur des personnages humanoïdes, mais il y a quand même des grosses différences. On pourrait imaginer des personnes de petite taille qui ont des petites jambes, des petits troncs, des grands bras. Enfin bref, on peut gérer différentes morphologies. Et voire même il y a certaines personnes on va prendre l'exemple de Minecraft, qui sont c'est très bâtonné. Donc du coup le rig c'est le squelette. Hein. Il a moins de joints, moins d'éléments pour bouger le personnage. Ouais. Et en fait le retargeting typiquement c'est prendre une animation qui est sur un squelette donné et transposer cette animation sur le squelette de destination. Donc ça veut dire que ça nous permet de nous couvrir et d'offrir une qualité d'animation au jeu sans qu'ils aient à se soucier de cette étape-là. Parce que le retargeting il fait complètement chez nous et ça facilite la vie tout le monde. Donc c'est nous qui sommes vraiment garants de la qualité de l'animation. Sinon ça voudrait dire qu'on déporte une partie dans les studios et c'est pas le but. Donc dans le jeu, votre SDK vous envoie en côté back-end le squelette du personnage animé. Il y a la vidéo de l'utilisateur. Le machine learning décompose les mouvements de la vidéo et vous appliquez ces mouvements, cette animation, au squelette du personnage qu'on vous a donné. C'est ça. Si je résume, c'est correct? Ok. Jusque là, tout est bon. Et là, on fait une petite magie pour nous, parce que typiquement dans les personnages, il y a ce qu'on appelle les meshes. Les meshes, c'est un peu, c'est le corps du personnage, la volumétrie, avec, notamment avec les textures, et ça peut représenter un certain poids. Donc du coup, vu que nous on n'envoie que de l'animation, on a un petit format propriétaire qui s'appelle le Kinani,
qui est exclusivement compatible avec le SDK qu'on fournit dans l'Unity Unreal et qui permet de vraiment réduire la quantité de données au strict minimum, et ça permet aussi de lire l'animation en streaming. Ça veut dire que on n'est pas obligé de télécharger le fichier en entier dans le jeu vidéo pour savoir à quel moment on doit découper. Vu qu'on est souvent sur des jeux multijoueurs, il y a l'aspect latent, synchro, bande passante, etc. Et ça permet que si un joueur commence à lire une animation, on resynchronise à un autre moment et on ne lit que le bon parti de l'animation dont on a besoin. Et une fois que vous avez commencé à streamer ou à renvoyer, à uploader le résultat de vos calculs, parce qu'au final ce sont des calculs au SDK, le job est terminé côté back-end. Oui, c'est fini. En fait, une fois que l'animation, une fois que le retargeting sur tous les avatars du compte de l'utilisateur, enfin du studio développement est terminé, tous les fichiers sont accessibles via une API, etc. Donc il y a même des fichiers supplémentaires que les clients peuvent télécharger, notamment les fameux FBX qui, eux, contiennent des NES ou ce genre de choses. S'ils veulent télécharger l'asset et le garder chez eux, ils peuvent, et puis ils peuvent voir la qualité que ça rend dans différents outils 3D. Alors, tout ce qu'on vient d'expliquer en une demi-heure, là, ça prend 1 ou 2 minutes, c'est ça que tu as dit au début. Hein. Donc, si je repars de l'expérience utilisateur... Si tout se passe bien, Ouais. on est aux alentours des 5 minutes. 5 minutes. Donc, je suis dans un jeu, j'ai un personnage, je veux l'animer avec une petite danse propre. Je clique sur un bouton, je me filme, je vous envoie la vidéo. Quelques minutes après, on voit le personnage animé avec mes mouvements. C'est ça l'expérience utilisateur. Pour ceux qui ont l'habitude des jeux vidéo en ligne, c'est une emote wheel avec le bac de l'utilisateur. Donc du coup, la nouvelle animation va apparaître dans le bac de l'utilisateur. Il a juste à prendre l'animation, la mettre dans sa wheel, ou ça va dépendre des jeux. Hein, parce que là, du coup, ça c'est là où on laisse la liberté complète au développement. C'est comment intégrer les modes wheel ou comment trigger la lecture de l'animation. Et là, on laisse ça dépend du jeu, évidemment. C'est ça. Mais en gros, ça arrive dans les modes wheel, le joueur la lit quand il... Et tu disais, mais je suppose que ça dépend des jeux aussi et des studios, ils peuvent éventuellement même partager cette animation ou la donner à quelqu'un d'autre pour l'appliquer sur leurs avatars, etc. Mais là, c'est plus votre boulot, ça dépend vraiment du... C'est ça, ça dépend vraiment du studio. On pourrait imaginer que il y a un peu ceux qui ont, les anciens qui ont joué à World of Warcraft, on pourrait très bien imaginer revendre des assets. Il y avait toute cette logique-là, c'est la liberté du studio de développement de voir s'ils veulent gérer ça comme ça, etc. Mais évidemment, c'est complètement possible. Votre SDK, il est écrit en quel langage? Je suppose que c'est des choses qui doivent être compatibles avec Unreal et Unity. Ouais, alors typiquement pour des choses comme ça. Alors on a aussi 2-3 autres petits trucs dont j'ai pas parlé, mais sur Unity, c'est du C#. C'est le langage de base de Unity, et pour Unreal, on est sur du C. Ok. Donc ça c'est le cœur de base des technos SDK. Et on propose 2-3 petites choses. C'est une annonce qu'on a faite, je crois, la semaine dernière. J'ai oublié d'en parler au début. On a créé une ressource, un mode pour GTA V. C'est-à-dire? Alors, pour ceux qui jouent beaucoup à GTA Online, il y a un truc qui s'appelle FiveM, qui permet de créer des serveurs personnalisés, des serveurs privés. Et les administrateurs de ces serveurs peuvent installer notre ressource chez nous. Et en fait, dans GTA Online, vous pouvez, sur votre serveur privé, avoir ces technos-là qu'on propose sur Unity ou Unreal d'habitude, mais là, c'est intégré directement dans GTA. Donc, pour ceux qui veulent jouer, on a même un serveur de démo qui doit être disponible et accessible pour ceux qui veulent tester. C'est gratuit, amusez-vous. Et je vous mets les liens dans les notes du podcast si vous avez envie d'en savoir plus et de découvrir tout ça. Il y a encore un truc dont on n'a pas parlé au niveau technique, c'est comment vous entraînez vos modèles, sur base de quelles données, et puis de nouveau les mêmes questions, c'est quoi le pipeline d'entraînement, vous avez combien de modèles, comment ça marche? Alors en gros, il y a une chose qui est hyper importante à comprendre chez nous en termes de contraintes pour faire les entraînements. C'est les données en entrée. Les modèles d'entraînement, ils ont besoin d'énormément de data. Et c'est très compliqué, c'est très cher comme data. Donc, il y en a pas beaucoup qui sont en ligne gratuitement. Et nous, on a décidé d'avoir plusieurs approches
à ce niveau-là. Donc, pour la donnée en entrée de tous les entraînements, typiquement, on a 3 canaux de data différents. C'est que, par exemple, on a payé un studio de mocap avec nos propres animations et des tags prédéfinis à l'avant, qui nous a fourni des centaines d'heures d'animation, etc., pour entraîner nos modèles avec... là, on revient ce dont je parlais au tout début, on refait de la mocap. Et là, ça nous permet de faire de l'entraînement de standard un peu supervisé. Parce que typiquement, on connaît déjà l'output qu'on veut, donc ça nous permet d'établir un certain nombre de choses. Avec des vidéos dans des bonnes conditions, filmées correctement, etc. C'est ça, tout est contrôlé, les animations sont cleanées, enfin, c'est vraiment le résultat parfait. Vu qu'on a énormément de données qui viennent à droite à gauche, on a pris des vidéos qui sont un peu dans la nature à droite à gauche pour entraîner avec ces use cases-là. Ça serait un peu bête que le ML n'arrive pas à apprendre quand il y a différentes personnes qui passent par les déjà passer dans l'arrière-plan, ce genre de choses. Ça nous permet aussi d'être au plus proche de la donnée que les utilisateurs vont nous envoyer. Donc on entraîne avec des données qu'on récupère de plein d'endroits. Et on a aussi un autre aspect, c'est qu'on a fait un peu un dataset synthétique. Donc ça veut dire qu'on a généré des animations 3D. Donc, typiquement, on a fait des décors en 3D, on a mis des personnages dans des scènes avec certaines lumières, certaines choses, et on a fait on a fait des rendus de ces animations 3D en vidéo, et on entraîne aussi le modèle avec ce genre de choses. Ça nous permet d'avoir un dataset synthétique qu'on contrôle aussi, qui nous permet d'avoir d'autres résultats et de tester d'autres conditions différentes. Le but, c'est de varier le plus possible le nombre d'inputs pour améliorer au meilleur la qualité et que le ML apprenne le plus de choses. Oui, puis il faut des données différentes aussi selon les différents modèles. Tu as parlé de plusieurs modèles, notamment un nettoyage des vidéos, ça va être des données d'entrée différentes, du modèle qui lui va détecter les mouvements, etc., ou des modèles qui vont détecter les mouvements. Est-ce que vous utilisez les données des utilisateurs aussi pour entraîner les modèles? Parce que maintenant, vous commencez à collecter une base de données de vidéos assez conséquente. On commence à avoir pas mal de vidéos. Alors, faut faire quand même le tri. Il y a du beau, il y a du, oui, ça doit être labellisé. Ouais. Enfin, non seulement faut regarder toutes les vidéos, trouver celles qui sont pertinentes, celles qui sont pas redondantes avec d'autres données qu'on a déjà, et après faut tout labelliser, faut repasser dans les datasets, faut repré-process les datasets. Typiquement c'est là où on a un petit step function, comme ça on a quelque chose qu'on peut rerun super facilement sans casser la tête. Donc voilà, donc il y a un gros boulot sur agréger une tonne de vidéos, une tonne de données à manger pour les entraînements. J'imagine. Et les entraînements se font sur des clusters CS Docker aussi, ou là vous avez de l'EC2 traditionnel, là beaucoup de GPU? Là on est vraiment sur EC2 traditionnel, donc, comme je disais, PyTorch multi-GPU. CUDA. Donc ouais, c'est ça. Beaucoup de CUDA, d'où la dépendance NVIDIA. Mais donc ouais, là-dessus, on est beaucoup sur du tooling qui est propre chez nous. Tout est stocké sur du S3. Donc on fait du streaming de shard via S3 là-dessus pour nos entraînements et pour sauvegarder tous les résultats qui sont là-dedans aussi. Ça doit faire de gros volumes de données, ça. Ouais, ça commence à faire quelques terras. J'imagine. Quels sont les challenges que vous avez eus? Je parle de challenges techniques liés à AWS ici. Est-ce que vous avez eu des challenges, est-ce que vous êtes rencontré des difficultés, des services qui ne répondaient pas à toutes les attentes que vous aviez, ou des choix d'architecture qui sont avérés problématiques par la suite? Enfin voilà, qu'est-ce que vous avez changé en cours de route? Alors, on en a un peu parlé en off, mais avant, on était multi-cloud, donc on avait du Azure, du GCP. On avait un gros avantage avec GCP, c'est qu'on pouvait choisir tout ce qu'on avait dans nos machines, notamment le nombre de GPU ou pas. Il y a des petits soucis qu'on a sur AWS avec, typiquement, quand on veut accéder à des A100, c'est un des machines de NVIDIA. Ils sont vraiment très, très, très intéressants pour l'entraînement. On arrive tout de suite sur des machines qui sont énormes où il y a 4 A100 dedans, enfin des machines qui coûtent un bras. Ouais. C'est ça. Non, en fait, nos grosses contraintes chez nous c'était plus la disponibilité des machines et surtout les différentes typologies de machines. Les choses qu'on a principalement changé, maintenant on est de plus en plus sur AWS. Le Azure, on était parce qu'on avait eu des crédits gratuits, donc
c'était intéressant. Ouais. Fallait essayer, puis quand tu es gratteur, c'est meilleur, mais au moment où tu payes, là, tu réfléchis un peu plus à comment tu utilises les choses et pourquoi tu fais ça parfois. Donc là, on revient beaucoup sur AWS, parce que effectivement, on gagnait avec GCP, on gagnait en termes de flexibilité sur la typologie de machine, mais par contre, on en avait un surcoût de bande passante avec le data transfert. Oui, parce que vos données étaient sur AWS et donc vous deviez payer le transfert des données. Oui, ouais. On appelle le poids, l'entropie des données. Donc typiquement, il y a eu quand même un vrai intérêt à retourner à l'intérieur de nos clusters AWS. Donc du coup, EC2, on a différentes typologies. Qu'est-ce qu'on a changé dernièrement? On a changé les typologies de machines. On est passé un peu sur des machines un peu plus récentes offertes par AWS, notamment les A100, les V100, ce genre de choses. Mais pour nos petites inférences et nos petits tests, on est passé des G4 au G5. Nous, ça nous fait gagner quand même pas mal de temps en inférence, etc. Ouais. Parce que typiquement, pour ceux qui ne comprennent pas ou qui sont pas au courant là-dessus, c'est la typologie du GPU a changé et les processeurs aussi. Du coup, ça tourne de manière un peu plus vite pour quasiment le même prix. Je suis en train de regarder pendant que tu parles, les instances G5 sont des grosses instances avec du Nvidia et on promet jusqu'à 3,3 fois plus rapide par rapport au G4DN qui était la génération précédente. Oui. Alors après, le truc avec les promesses, c'est que ce sont des promesses et aussi de la responsabilité de votre code d'en tirer parti. Donc voilà. Mais en tout cas, nous, on a vu quand même un peu le jour et la nuit en changeant de typologie de machine. Donc, je conseillerais, faites de la veille sur les typologies de machines pour ceux qui font ça. Vous cantonnez pas aux machines que vous connaissez, que vous maîtrisez. Il y a d'autres choses. Et puis, ça coûte pas cher d'essayer non plus. Enfin, c'est démarrer une instance, c'est de faire tourner quelques heures, ça coûte quelques dizaines, maximum centaines de dollars, et puis on voit bien les résultats et si ça vaut la peine d'étendre le test ou pas. Et pour moi, c'est là où il y a tout l'intérêt du cloud à l'heure actuelle. C'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter les cartes et d'avoir à maintenir des vraies infrastructures chez vous, parce que c'est le genre de carte qui coûte facilement 20 000 euros l'unité, ça coûte très très cher. Donc là, pouvoir tester juste quelques heures, on se rend compte ça marche pas, et on peut changer. C'est pour des petites startups, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Même pour les gros clients, hein, ne pas avoir à gérer un parc de machines. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça coûte une fortune. Hein. Tu prêches un convaincu ici, mais effectivement, c'est l'avantage du cloud qu'il faut, des clouds en général, parce que tu as mentionné Azure et Google également, mais c'est le même principe, c'est de pouvoir tester ces nouvelles idées, essayer ces nouvelles idées, arrêter tôt quand ça marche pas, et donc éviter de devoir payer ou investir de trop, ce qui n'aurait pas été nécessairement facile à l'époque où il fallait gérer son propre data center et acheter des équipements, comme tu disais, dont juste les cartes, juste les GPU, coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros à la pièce. Un autre challenge dont on avait parlé en préparant ce podcast, c'est les pics quand il y a un nouveau jeu qui se lance et la scalabilité. Tout d'un coup, vous avez des dizaines de milliers de joueurs qui découvrent une nouvelle fonctionnalité dans leur jeu, qui vont l'essayer. Comment vous réagissez à ces pics? En règle générale, c'est bien que tu parles, donc les spikes, typiquement, c'est les moments les plus critiques et les plus emmerdants dans une infrastructure, parce que du coup, la charge est panique. Et on va dire que les règles de scaling peuvent être compliquées à mettre en place, ou car il y a un effet de bord où on met trop de temps à réagir et ça génère des gros embouteillages. Typiquement, en général, ce qu'on essaye de faire, c'est de se mettre en accord avec le client, ou en tout cas, c'est le client qui nous prévient de quand est-ce qu'il va faire des communications, parce que ça peut être les campagnes de pub, hein, qui relancent un intérêt dans un jeu. C'est pas forcément, il y a différents éléments extérieurs qui peuvent provoquer de l'intérêt de l'achat chez nous. Donc typiquement, on essaye d'être le plus au courant possible en avance de phase avec le client. Ou par exemple, on a des release dates, enfin des dates de sortie qui sont communiquées avec nous en interne. Et du coup, nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est on fait du pré-provisioning. Donc ça veut dire que les ALG dont je parlais juste avant, on se met quelques règles. Vous les boostez manuellement avant. Alors, souvent, on booste manuellement, où il y a des features que moi j'aime beaucoup là-dessus, parce que on adresse le monde entier, et donc il y a des jours où on n'est pas forcément réveillé. Il y a des choses qui sont très pratiques, qui sont de pouvoir mettre des événements temporels préprogrammés. Donc
il y a un onglet scheduler dans la LG où on peut dire que à partir de telle date, on force certaines valeurs qui sont maintenues pendant un certain temps. Et typiquement, nous, c'est comme ça qu'on gère les spikes, c'est quand il y a des release dates où on sait qu'il y a des campagnes de pub ou ce genre de choses, ou typiquement qu'on veut garantir que ça va bien se passer parce qu'on sait qu'on va avoir une charge importante dans le temps. On utilise justement le scheduler pour programmer ce genre d'éléments. Et sachant qu'après, on a nos propres règles, avec, comme je disais, l'espèce d'oracle, il y a une vision permanente du nombre de workers et du nombre de process qui sont dans le flux de messages, qui du coup prend le relais pour, si jamais il y a besoin d'encore plus, ou de diminuer après dans le temps. Mais en tout cas, on essaye de faire du pré-provisioning pour gérer les spikes à l'avance. Là aussi, l'intérêt du cloud en général, cette capacité Ouais, d'obtenir plus de capacité quand on en a besoin, et puis de réduire après pour payer moins. Qu'est-ce qui vous tient réveillé pour le moment? Sur quoi vous travaillez de nouveau sans dévoiler de secrets, et d'un point de vue plutôt technique sur les changements d'architecture, comment vous voyez le futur? Alors, très souvent, on a fait quelques petits sujets qui sont assez intéressants. Nouveau modèle d'IA qui va arriver. Donc ça, c'est le produit de votre R&D. Ils sont en train les data scientists, moi je les imagine toujours en blouse blanche dans un labo en train de... Non. Non. Mais c'est des chercheurs, effectivement, c'est des grosses têtes. Mais non, ils ont pas de blanche, ils sont pas dans un labo enfermé. Mais ils sont très souvent au bureau, par contre. Ça, ils aiment bien bosser tout ensemble. Donc ils travaillent sur des nouveaux modèles qui vont améliorer la détection des mouvements, le traitement des vidéos en général. Exactement, ça va être meilleure qualité en termes d'animation, en termes de sortie, et surtout c'est aussi améliorer la vitesse d'inférence. Donc on va inférer beaucoup plus rapidement, ce qui est quand même chouette. 3-4 minutes, ça commence à être long. Sachant qu'il y a un peu tout le reste de l'infrastructure qui bouge autour, et en fonction des clients et de la charge, ce temps peut plus ou moins varier. Donc le but c'est de réduire le plus possible ça, et tout en gardant la même qualité, voire être mieux. Donc ça, c'est ce qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Ce qu'on a envie de faire, on en parlé un peu au début, c'est transformer notre pipeline d'inférence en espèce de microservice pour paralyser les fausses. Donc, gagner encore plus de temps sur le gain de temps qu'on a déjà fait. Donc, ça va être un des futurs défis. Il y a aussi un gros sujet sur lequel on est en train de faire. On va essayer de bouger de ECS vers EKS. Ah bon? Ouais, on veut bouger vers Kubernetes, donc qui est un peu le standard à l'heure actuelle. Pourquoi donc? Alors, c'est qu'on a dans notre infra à l'heure actuelle, il y a énormément de code qu'on a écrit nous-mêmes, et du coup, on a des petites API ou des petits services qui tournent et qui surveillent l'infrastructure en permanence pour justement ajuster les différents degrés de scalabilité dont on a besoin en fonction des services, etc. Donc, on a plein de choses avec ECS qui nous permettent de manager plein de choses avec les métriques de CloudWatch, les alarmes. Enfin, on peut faire plein de choses déjà avec ECS. Mais tout l'intérêt, c'est avec EKS, l'oracle dont je parlais à un moment. Le but, c'est un peu de le supprimer parce qu'il commence à avoir une certaine complexité. Il y a des choses qui sont plus standards avec EKS, notamment pour ajuster les auto-scaling groups par rapport et des pods par rapport à une file de messages. Donc, ça nous permettrait de faire plus d'infra as code et moins de coder du code qui va piloter l'infra. Donc, c'est une logique qui est vachement plus intéressante et pertinente pour le futur. Et puis ça nous permettrait aussi potentiellement, comme je disais, c'est d'avoir moins de... À l'heure actuelle, chaque chose se scale un peu par elle-même. Et là, ça nous permettrait, au lieu d'avoir l'oracle qui est un peu une vision globale, c'est carrément Kubernetes avec les différents pods qui s'auto-scaleraient eux-mêmes en ayant une vision... Enfin, le cluster le pod aurait une vision complète de ce qui se passe et de scaler plus ou moins service. Imaginons, on processe beaucoup de vidéos en entrée. Au lieu d'attendre d'avoir des messages qui sont dans la file de ce que doit être traité par les workers ML, on peut se dire il commence à y avoir de l'activité, on commence à préchauffer des machines en avance, et en fait tu crames du temps comme ça parce que tu connais la charge qui va t'arriver bientôt. En fait, le but c'est d'avoir une architecture qui est plus réactive. Plus scalable. Ouais, en fait, le but c'est d'avoir quelque chose qui est pas réactif, mais quelque chose qui est proactif. Plus réactif, ça veut dire tu as un certain nombre d'éléments, tu réagis à ces éléments-là. Là, le but, c'est que tu les vois venir, et donc, tu réagis en avance de phase, et tu grappilles du temps, ce genre de choses. Ça, c'est un des gros chantiers.
Et donc ce sont les deux gros chantiers, c'est le cœur du métier, donc l'apprentissage machine et les modèles, la qualité des modèles que vous produisez, et puis la latence, travailler sur la latence de l'autre côté pour que ça soit le plus rapide pour l'utilisateur final. Ouais, c'est ça. Florian Guillot, senior lead développeur chez Kinetics, l'art de transformer vos vidéos, vos mouvements, de détecter vos mouvements dans vos vidéos et de les appliquer à des avatars, à des personnages dans des jeux. C'est une discussion passionnante. Merci d'avoir levé un coin du voile, Florent, sur vos activités, vos architectures AWS. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode. Évidemment, on parlera des nouveautés des 2 dernières semaines. Et puis après, on est en train de vous préparer un épisode sur LangChain également, ce framework en Python notamment, qui permet de travailler avec de l'AI encore, mais cette fois-ci on parlera de generative AI et pas d'apprentissage machine comme ici. Mais tout ça, c'est dans le prochain épisode du podcast AWS en français. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.